Bonjour, nous allons maintenant parler de l'embryogenèse et de l'organogenèse du rachis. Donc cette vidéo va faire suite à la précédente qui parlait de l'embryologie de la moelle épinière et qui partait de l'ovule fécondé. Là, nous allons reprendre notre propos à partir de la gastrulation. Hein, comme on l'a dit, c'était une période très importante de la vie. C'est le stade où on passe d'un disque cellulaire amorphe, qui n'a pas d'axe de symétrie, qui n'a pas d'organisation crânio-caudale, à cet embryon à 3 couches qui va avoir une différenciation, qui va pouvoir développer des organes et des fonctions très diverses, comme on va le voir. Donc, cette gastrulation, on a le nœud de Hansen qui parcourt d'un bout à l'autre l'embryon en lui donnant son axe de symétrie. Il y a un avant, un arrière, une extrémité caudale, une extrémité céphalique, et on va avoir cet effet de tapis roulant qui va amener des cellules de l'épiblaste et de l'entoblaste vers le mésoderme qui va séparer ces 2 couches. Et donc, on a ce canal endodermique qui existe chez certaines espèces, qu'on n'a pas mis en évidence chez un autre, mais qu'on retrouve dans certaines malformations de la colonne, qui va être le point de passage du nœud de Hansen entre l'entoblaste et l'épiblaste. Donc l'embryologie du mésoderme, elle se forme donc au moment de la gastrulation. On a cette troisième couche qui va séparer donc l'endoderme et le neuroectoderme. On a déjà vu la formation du tube neural. On a la partie médiane du mésoderme qui va former la notocorde. Cette notocorde a un rôle d'organisateur du système nerveux central. Il va se retrouver depuis à l'âge adulte, vers la fin de l'embryogenèse. On aura donc ce tissu notocordal qui ira depuis la région hypothalamo-hypophysaire au niveau crânial jusqu'au niveau du sacrum. Donc c'est là qu'on va retrouver les chordomes, par exemple. Ensuite, on a le mésoderme paraaxial qui va être métamérisé en somites, qui vont donner des tissus musculaires, des tissus osseux, des tissus dermiques. Et puis, on a ensuite le mésoderme intermédiaire qui va former une nappe cellulaire qui est assez étendue, qui va se différencier en pronéphrose, qui va donner le rein, puis la gonade. Et puis, on a le mésoderme latéral qui va former une cavité célomique qui va séparer donc la paroi du tronc, aussi bien thoracique qu'abdominal, que des viscères abdominaux. Donc, ce sera le péritoine, ce sera la plèvre. Ensuite, on a cette métamérisation, donc c'est une différenciation du mésoderme paraaxial, donc on va avoir une segmentation de ce mésoderme aux différents niveaux qui vont former les différents somites. Et ces différents somites vont avoir un effet d'attraction des radicelles spinales qui vont se développer à ce moment et qui vont se regrouper pour former des nerfs spinaux et certains nerfs crâniens. Et puis, on va avoir ces sclérotomes qui vont se diviser eux-mêmes en deux pour se fusionner. Chaque demi-sclérotome va se fusionner au sclérotome adjacent. Donc, au milieu du sclérotome, on va avoir le nucleus pulposus du disque, et puis le sclérotome va comprendre également de l'os au-dessus du disque, de l'os en dessous du disque. Ces deux parties osseuses vont fusionner avec les sclérotomes adjacents pour former les vertèbres. Donc, on va avoir ensuite ces tissus mésodermiques spinaux qui vont se différencier en tissus osseux. On a des noyaux d'ossification qui vont apparaître au sein d'une maquette cartilagineuse. C'était une ossification qui est une ossification primaire qui est de type membraneux. Puis, au niveau de ces noyaux cartilagineux, va se développer une ossification secondaire de type encondrale. Et donc, on va avoir ces différents noyaux d'ossification qui vont se regrouper avec le centre vertébral et l'arche vertébrale, l'arche neurale, qui vont être les principaux éléments constitutifs de la vertèbre.
On a donc ces centres d'ossification qui vont se fusionner progressivement. On voit ici un niveau C3 chez un bébé de 2 jours. À 6 mois, on voit que la synchondrose neurocentrale commence à se fusionner. Et c'est seulement vers 15 mois qu'on va avoir une fusion des deux arches neurales sur la ligne médiane. Donc cette fusion est échelonnée dans le temps suivant le niveau anatomique, suivant les différents noyaux d'ossification. Et puis on voit l'apparition d'un noyau d'ossification annulaire autour du plateau discal. Ce noyau d'ossification est très adhérent au disque. Il peut parfois s'en séparer quand on a un traumatisme, par exemple, ou une mauvaise ossification. On a cette image qui ressemble à un disque qui est en fait un noyau d'ossification qui est luxé. Et puis on a cette région de l'os sous-chondral qui est très richement vascularisé, mais qui est en même temps fragilisé et qui peut être une cause de lésions traumatiques chez le petit enfant. Donc, cette embryogenèse explique certaines pathologies qu'on voit plus tard, y compris après la naissance. La jonction crânio-cervicale, elle est caractérisée par sa complexité. On a au départ différents métamères qui vont se séparer et se fusionner comme les métamères sous-jacents, mais il y a en plus une partie, on a l'hypocentre de ces vertèbres qui va disparaître sur la plupart des métamères, mais pas tous, notamment le métamère de l'atlas et celui de l'axis. Il y a une partie de l'arc antérieur de l'atlas qui va dériver de cet hypocentre du niveau C0 et du niveau C1. Et puis, donc, on a l'axis qui va se former de 3 niveaux métamériques différents. Il y a le niveau C0 qui va donner une partie de l'articulation supérieure des masses latérales, l'extrémité de l'apophyse odontoïde. Le reste de l'apophyse odontoïde sera constitué du métamère C1. Et ensuite, le corps vertébral, la base de l'odontoïde, l'arc postérieur de ces deux, proviendront du métamère C2. Et puis, on a l'os occipital qui, au départ, se présente un peu comme les différents métamères vertébraux, avec le basier occipital qui va dériver de la vertèbre primordiale et l'écaille occipitale qui va être un développement très, très extensif de l'arche neurale du métamère C0. Donc, on voit à droite des radios, des reconstructions frontales de scanner chez un nouveau-né, chez un bébé de 6 mois, chez un bébé de 2 ans et chez un grand enfant de 15 ans. Et on voit l'apparition et la fusion progressive de ces différents noyaux d'ossification qui vont former à la fois le basier occipital, l'arc de C1 et l'axis. Un des rôles principaux du rachis, c'est la mobilité. Il doit combiner la stabilité et la mobilité. Donc, l'ossification, elle est partielle chez l'enfant. L'os est de constitution compliante et donc il va être compressible, notamment au niveau des corps vertébraux. Les articulations, elles, sont très peu emboîtées, comme on voit à droite chez ce bébé de 10 jours, chez ce nourrisson un peu plus grand, chez l'enfant de 3 ans, chez l'enfant de 6 ans. On a ces articulations qui, au départ, sont quasiment plates. Hein, vous voyez la masse latérale de l'atlas, qui vont progressivement se creuser et s'emboîter pour devenir plus stables. Donc, on a une laxité qui est très importante à la naissance, qui va progressivement diminuer. Les ligaments sont également compliants. Il va y avoir possibilité d'étirement, ce qui va expliquer, par exemple, les scivoras, hein, les spinal cord injury without radiological anomalies. Les muscles sont faibles par rapport au poids de la tête, qui est très lourde. Les muscles ont une contraction plutôt lente. Hein, les muscles du nouveau-né, on dirait une viande blanche plutôt qu'une viande rouge, donc avec une contraction plus lente. La tête est moins bien tenue. Et puis, le fait que la tête soit lourde, ça va expliquer l'amplification du mouvement, notamment dans le syndrome du VIE secoué. La croissance postnatale, elle va amener les différentes courbures du rachis, puisque c'est la posture qui va créer la courbure. La croissance est très rapide à la naissance, elle va ensuite se ralentir pour reprendre de façon très importante au moment du pic de croissance pubertaire. Je rappelle que c'est la croissance rachidienne qui va terminer la croissance, et donc elle se poursuit jusqu'à 18-19 ans. Et puis les courbures vont se former, on voit ici sur ce dessin de Capangi,
la courbure chez un nouveau-né, l'apparition d'une lordose lombaire au fur et à mesure que l'enfant se redresse et qu'il commence à marcher, et puis la lordose cervicale se met également en place avec la tenue de tête, et finalement toutes les lordoses correspondent aux zones d'attache de la ceinture scapulaire et de la ceinture pelvienne. Et donc les lordoses correspondent à des régions de mobilité, puisque ce sont les régions où s'attachent les différentes ceintures et qui permettent la mobilité de l'extrémité céphalique et du tronc. Alors on peut avoir des différentes anomalies de fusion des noyaux d'ossification. Ça va donner des images qui sont le plus souvent des variantes du normal, comme on voit au niveau de l'atlas, au niveau de cette masse latérale de C4, au niveau de l'arc postérieur de cette vertèbre cervicale. Parfois, c'est plus complexe, il peut y avoir une instabilité. On peut avoir des vertèbres en papillon, des hémivertèbres, c'est beaucoup plus embêtant pour la croissance, surtout quand ces hémivertèbres siègent au niveau du rachis subaxial, comme ici. Et puis, on peut avoir carrément une masse latérale de l'atlas qui est répartie entre l'occiput et l'axis, avec une anomalie qui est impressionnante, mais qui est pourtant relativement équilibrée. Donc, toutes ces anomalies de fusion des noyaux d'ossification, ça va être à l'origine de tout un ensemble de pathologies du rachis et de la jonction crânio-cervicale. Et puis, on a des lésions qui peuvent être beaucoup plus embêtantes, comme ici une dislocation lombaire qui a été diagnostiquée en anténatal. On voit en fait ce tube neural, ce squelette qui est formé, mais il y a manifestement un phénomène classique qui se produit avec une déstabilisation complète du rachis lombaire. Fort heureusement, cet enfant n'était pas paraplégique. On a pu la réduire et la fusionner quelques mois après sa naissance, et elle a pu garder la mobilité et apprendre la marche. Ce n'est pas le cas pour cet enfant qui avait une forme beaucoup plus sévère, avec ici une destruction quasiment complète du corps vertébral. On devine à peine une moelle épinière qui se termine en queue de radis au niveau thoracique, et opératoirement, on voit ce qui correspond au reliquat de cette moelle épinière, qui est à peine aussi gros qu'un nerf au milieu du champ opératoire, et on peut simplement fixer cette colonne pour que l'enfant puisse s'asseoir et se déplacer en fauteuil roulant, mais il est bien évident qu'il n'aura jamais de motricité ni de contrôle génito-sphinctérien. Là, c'est un autre cas qui est encore plus particulier. Vous voyez que ce bébé qui est sur le ventre, on voit une hypotonie très importante du flanc gauche. On devine qu'il y a une fossette au-dessus de la fesse gauche. Et quand on voit opératoirement cette méningocèle latérale, qui s'étend en dehors du tube neural, du canal rachidien. On a des arcs vertébraux qui sont déficients. On voit la dure mère qui est largement exposée. Quand on a ouvert la dure mère, on voit le pédicule de cette malformation. On prend également contact avec l'artère d'Adamkiewicz, qui est particulièrement volumineuse et particulièrement bien visible. Ici, on a resséqué un tissu lipomateux avec un aspect un peu bizarre qui fixait la moelle à la face latérale du fourreau dural et qui s'étendait au-delà du canal spinal, comme on le voit sur l'IRM, vers la fosse rénale, au contact de la rate. Donc la moelle est détachée, on a notre artère d'Adamkiewicz qui est respectée. On referme la dure mère. Et on se rend compte, en fait, l'examen histopathologique nous montre qu'il s'agit d'un testicule, ce qui était fixé à la moelle épinière. Donc, un tissu testiculaire, en fait, on se retrouve dans la situation d'une fusion gonadosplénique, comme cela est décrit classiquement. Ce qui est par contre beaucoup moins classique, c'est qu'on ait une fusion myélo-gonadosplénique, semble-t-il. En réinterprétant la moelle, on devine un tissu, probablement le testicule, qui était intermédiaire entre la rate et la moelle épinière. Donc, on a ces différents tissus qui sont concernés, la moelle épinière, la gonade, donc le mésonéphros, le rachis, donc le mésoderme intermédiaire, la paroi abdominale, donc le mésoderme latéral. Quel est le lien avec l'artère d'Adamkiewicz? Toujours est-il que rétrospectivement, on la voit sur cette IRM. On a donc très probablement eu un événement classique qui intéresse toute cette région sur plusieurs métamères et qui est survenu après l'embryogenèse, puisqu'on a une moelle épinière qui est bien formé, un tube neural qui est normal en dehors de son adhérence latérale. Le testicule lui-même était formé. Donc, on a toute cette région qui est concernée par cette malformation, probablement un événement classique. On a un défect du mur rachidien, une fossette lombaire,
un défect de la paroi abdominale, une méningocèle latérale, une fusion avec la gonade et une grosse artère d'Adam-Kiewicz. Donc, à quelle date a pu se former cette malformation? Probablement après la fin de la différenciation rétrogressive, c'est-à-dire 41 jours à peu près après la conception. C'est simplement une hypothèse, on ne saura jamais ce qui s'est passé. Donc, en conclusion, ces lésions malformatives, ce sont des anomalies du développement prénatal, mais également postnatal. Le développement ne revient jamais en arrière, il se poursuit, il peut entraîner un effet domino d'une malformation prénatale qui va continuer de jouer sur le développement ultérieur de l'enfant. Donc, ce sont des lésions prénatales qui surviennent pendant l'embryogenèse et qui entraînent des conséquences ultérieures pendant les phases suivantes. Et puis, on a des lésions classiques secondaires qui arrivent sur un embryon déjà formé, comme le dernier cas que je vous ai montré. Ça va donner des séquences de gravité variables et des différentes lésions développementales qui vont continuer tant que l'enfant n'a pas terminé sa croissance. Voilà, je termine là-dessus. Je vous remercie de votre attention et vous pourrez retrouver d'autres informations en ligne sur le site Neurochirurgie pédiatrique ou sur YouTube.